Bienvenue à la session, live organisée par Cybercafé, donc la 63e session. Très heureux d'animer cette session une fois de plus et parler de cybersécurité. Donc dans le cadre du mois de la cybersécurité, on a eu énormément de sujets, liés à la cybersécurité, même avant le mois de la cybersécurité. Donc on est très heureux de recevoir Lydie aujourd'hui pour parler de l'impact du ciseau sur la stratégie d'entreprise. Donc on verra ensemble comment la sécurité devient un levier de croissance. Donc un sujet, très intéressant qui nous tenait à cœur. Donc on a bien voulu, échanger avec Lydie et merci encore d'avoir accepté l'invitation. Vraiment très, très heureux de te recevoir et de pouvoir échanger avec toi pour ces 30 prochaines minutes. Donc pour ceux qui prennent, cette session pour la première fois, donc Cybercafé, c'est le média qui réunit tous les samedis la communauté de professionnels et de passionnés du numérique pour partager, apprendre, vraiment apprendre et créer des axes de réflexion sur diverses problématiques liées au numérique. Donc comme je disais tout à l'heure, pour cette, 63e session, la communauté est très, très heureuse de recevoir, Lydie, avec qui nous allons évoquer le thème de l'impact du ciseau sur la stratégie, d'entreprise. Donc avant ça, on a eu, différents sujets liés à la cybersécurité. On a eu, le samedi dernier, donc le samedi 19, Mohamed Lamine Niasse, où on a parlé de sécurisation des données bancaires et conformité PCI DSS. On a eu, Émile Aoussi qui nous a parlé de fonctionnement d'un SOC, donc de la détection à la réponse aux incidents. On a échangé avec docteur Hyacinthe le samedi 5 octobre, autour de l'IA et de la sécurité des données personnelles. Donc aujourd'hui, on parlera de ciseaux et donc l'échange procédera comme suit. On aura une phase de questions que je vais poser à notre invité, à notre speaker du jour. Et dans un second temps, vous aurez la possibilité de lever la main pour poser vos questions à notre invité pour, soit, déjà effectivement poser vos questions ou sinon apporter aussi également vos éléments d'analyse sur le sujet qui est abordé aujourd'hui. Donc je rappelle que ces sessions sont de 30 minutes, sont enregistrées et sont disponibles sur notre, chaîne YouTube Cybercafé. En tout cas, merci encore, Lydie, est-ce que tu m'entends? Bonjour Amadou, bonjour tout le monde, je t'entends très bien Bah, et merci encore. merci sincèrement de m'accueillir. Bah, C'est un honneur, merci. merci, merci. Vraiment le merci à toi. Je sais que ça sera encore une fois une masterclass pour t'avoir déjà écouté. Je sais que ça sera une masterclass et d'échanger avec toi autour de ce sujet. Déjà, je vais te Merci. laisser la parole, te laisser déjà te présenter. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ton parcours de formation de carrière? D'accord. Bonjour à toute l'audience déjà et sincèrement merci de participer à cet événement. Alors, mon parcours de carrière, il est plutôt atypique, Amadou. Il est plutôt atypique. J'ai commencé déjà au début, hein, au lycée par un baccalauréat en électronique. Ce qui n'avait pas ravi mes parents d'ailleurs, mais bon, faut dire que j'étais plutôt quelqu'un de déterminé. Et ensuite, j'ai eu une licence en génie électrique et informatique industrielle. Et c'est dans le cadre justement de l'obtention de cette licence-là que j'ai été, on va dire, exposée à tout ce qui concernait les réseaux de télécommunications et c'est un domaine qui m'a tout de suite passionnée. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière professionnelle en réalité. Donc, j'ai commencé en tant que technicien support et ensuite intégrateur. J'ai eu la chance de joindre une entreprise qui faisait dans l'intégration des solutions technologiques innovantes à l'époque. Un parcours que j'ai vraiment apprécié. Et on a travaillé sur beaucoup de domaines, hein, tout ce qui était installation des réseaux de télécommunications. À l'époque, on disait routing and switching, on parlait de voix sur IP et on commençait juste à parler de sécurité de l'information, en tout cas dans l'environnement où j'étais. Et c'est comme ça que je suis exposée à un projet de sécurité et que moi, je commence à travailler, j'entre dans les métiers de la sécurité. Euh, je déploie des solutions. J'étais dans un domaine d'intégrateur de solutions, donc je déploie des solutions, des pare-feux, des solutions de sécurité. Et au fil du temps, je comprends, j'ai connu quand même un certain nombre d'échecs, hein, pas d'échecs
sur le domaine de l'intégration de solutions, sur le domaine purement technique, parce que ça, c'était plutôt, voilà, on y arrivait, ça marchait, c'était bien fait. Mais par contre, sur la notion de sécurité effective, c'est-à-dire au-delà de l'aspect technologique, de l'installation de cette solution technologique-là qui fonctionnait, comment est-ce qu'on en bénéficiait pour pouvoir effectivement atteindre la sécurité en réalité, pour être effectivement en train de gérer ces risques cyber, ce qui est quand même différent de juste déposer des boîtes juste installer des solutions technologiques. Et pour moi, je percevais bien qu'on atteignait de très bons résultats en matière d'intégration de solutions, mais pas forcément en termes de gestion des risques cyber, la gestion des risques cyber qui couvre pas seulement l'aspect technologique, mais l'aspect processus et l'aspect humain, donc la dimension people. Et pour moi, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un manque. Il y avait un manque quelque part et un manque qu'il fallait combler. Donc, il fallait combler, ce n'était pas forcément sur l'aspect technologique, il fallait influencer déjà les autres à adopter les bonnes pratiques, il fallait revoir les politiques, pouvoir influencer pour qu'on revoie les politiques de la sécurité de manière à intégrer les aspects de sécurité pour qu'on atteigne vraiment cette gestion effective des risques cyber. Et ça n'a pas été facile. Et tout de suite, j'ai compris qu'à cette compétence technique que j'avais à la suite de nombreuses certifications techniques, il fallait que j'ajoute d'autres compétences, honnêtement, que je n'avais pas. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des formations en management, des formations en leadership, des formations en gestion des processus, des formations en communication même, pour pouvoir vraiment faire bouger les lignes et vraiment atteindre l'objectif en matière de sécurité de l'information. C'est dans le même cadre que j'ai pu obtenir un master, un MBA, comme on dit, à l'université de Montréal. Mais je crois qu'il est important quand même de dire que j'ai fait toutes mes études au Cameroun, au-delà de ce master-là. Je pense que c'est important pour les jeunes qui vont m'écouter de l'Afrique subsaharienne en tout cas. Toutes mes études ont été, la plupart de mes études en tout cas ont été faites au Cameroun. Les compétences que j'ai pu acquérir et que d'ailleurs je suis encore en train d'acquérir, je les acquiers à partir des pays africains. Donc, j'ai pu obtenir, comme je le disais, mon MBA. Et je vais avouer que ça m'a permis de mieux asseoir mon influence dans mon rôle de responsable de la sécurité et puis de CISO, qui est le rôle que je tiens aujourd'hui dans une entreprise en Afrique francophone à travers laquelle je couvre 10 pays en tant que CISO. Et parallèlement aussi, je fais des métiers, j'assure le rôle de Data Protection Leader et depuis peu de Data Governance Manager. Voilà. Donc ça, c'est mon parcours en fait aujourd'hui et je pense qu'il y a encore des sommets à atteindre, mais j'ai envie de dire que je suis quand même satisfaite du voyage qui n'a pas été facile, mais qui a été extrêmement gratifiant. Et voilà, j'en profite pour remercier toutes ces personnes extrêmement qui m'ont extrêmement supporté tout au long de mon parcours et puis d'encourager aussi la jeune génération à pouvoir adopter, à pouvoir déjà aller vers leur passion. C'est important, connaître sa passion dès le départ et puis joindre cette communauté-là de professionnels dans les domaines de la sécurité et de la protection de l'information parce qu'il y a un besoin et puis c'est un domaine quand même gratifiant. Donc voilà, c'est un peu ça mon parcours, Amadou. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, c'est très clair et déjà bravo. Et je connais un peu une partie du parcours et franchement, félicitations pour ce que tu fais en tant Merci. que ciseau. Et est-ce que, donc là, c'est vraiment le parcours que tu as décrit. J'aimerais peut-être qu'on revienne un peu sur les principales missions. Donc, quel est le rôle et les principales missions d'un ciseau dans une entreprise? Et peut-être c'est quoi un ciseau déjà pour ceux qui ne savent pas? Alors, le CISO, en fait, bon, déjà, CISO, Chief Information Security Officer, donc c'est, on va dire, responsable de la sécurité de l'information. Donc, c'est cette
personne-là dans une organisation, en entreprise, qui a la responsabilité d'assurer, comme son nom l'indique, la sécurité de l'information durant tout le cycle de vie de l'information, donc depuis sa création jusqu'à sa destruction, que l'information soit numérique, c'est-à-dire dans nos systèmes d'information, ou alors qu'elle soit sur des supports autres tels que du papier, par exemple, ou alors qu'elle soit même connue par des personnes, c'est cette personne-là qui va mettre en place les mécanismes les mécanismes visant à sécuriser l'information. Et par sécuriser, j'entends vraiment assurer, comme on le dit, hein, la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité de l'information pendant tout son cycle de vie. Donc ça, c'est un peu, on va dire, le rôle. D'accord. Après, à ça vont s'ajouter bien sûr des notions de conformité, où il devra bien sûr assurer la conformité à la réglementation, et puis des notions de gestion d'incidents. Du coup, ces missions, comme tu l'as demandé, Amadou, du coup, ces missions, ce serait, et moi j'aime bien dire, c'est vraiment la première, c'est de faire de la gestion de risques, la gestion des risques relatifs à la sécurité de l'information. Ça voudrait dire pouvoir mettre en place des mécanismes qui permettent d'identifier les risques, de les évaluer et de pouvoir mettre en place des solutions on va dire quoi, des solutions d'atténuation, en tout cas des solutions de gestion plus. Ça peut être de l'atténuation sous plusieurs formes, en tout cas des solutions de gestion de ces risques-là. Donc l'une des missions quand même importantes du CISO, ce serait de faire de la gestion des risques cyber. Après, il faudrait, lorsqu'il a identifié ces risques, il doit mettre en place une stratégie qui permet de les adresser tout simplement. Donc vraiment définir, mettre en place, développer déjà la stratégie et l'exécution, donc la mise en œuvre de cette stratégie-là pour pouvoir adresser les risques, dans l'organisation. À côté de ça, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter parce que c'est important et c'est un facteur qui est quand même, qui prend de plus en plus de l'ampleur aujourd'hui, c'est que le CISO doit aussi assurer la conformité réglementaire dans un environnement dans lequel la réglementation prend de plus en plus de la place. Il y a beaucoup de changements réglementaires justement relatifs pour pouvoir adresser les risques relatifs à la sécurité. Donc, le CISO devrait aussi s'assurer, bien sûr, dans le cadre de sa stratégie, que des mécanismes sont mis en place, qu'il y a ce respect-là, cette conformité-là à la réglementation. Donc, le CISO doit, et ça, c'est un facteur qui est important, en tout cas, moi, qui m'a aidé et qui m'aide encore aujourd'hui dans mon rôle de CISO, pour pouvoir justement s'aligner à la stratégie de l'entreprise, c'est la gestion des parties prenantes. La gestion des parties prenantes, par là, j'entends la collaboration avec toutes les fonctions. Et c'est vrai que ça dépend de l'organisation dans laquelle on travaille, mais je crois qu'il est important de comprendre que la sécurité, c'est vraiment la responsabilité de tous. Ce n'est pas la responsabilité unique du CISO ou du responsable de la sécurité de l'information. C'est vraiment et littéralement la responsabilité de tous. Et donc, quand on a compris ça, il est très important de mettre en place ces mécanismes de collaboration là avec tout le monde pour que tout le monde puisse faire sa part dans le cadre de la mise en place de la sécurité dans l'entreprise. Du coup, le facteur collaboration est extrêmement important. Et pour pouvoir l'atteindre, le facteur collaboration, le facteur alignement avec la stratégie d'entreprise, j'entends, est extrêmement important. Et pour pouvoir l'atteindre, il faut vraiment comprendre le business en réalité. Il faut comprendre le business, il faut comprendre la stratégie de l'entreprise, avoir une très bonne compréhension de la stratégie de l'entreprise et savoir quel est notre rôle pour atteindre, pour accompagner l'entreprise à l'atteinte de cette stratégie. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'on fait dans l'entreprise. C'est qu'on supporte les objectifs stratégiques. Et donc, suivant, on les supporte en protégeant l'information et puis en assurant
tout ce qui est alignement réglementaire. Et peut-être mon dernier point dessus que je vais ajouter, qui n'est pas des moindres, parce qu'on dit souvent on est très difficilement ou alors presque pas 100% sécure, c'est pas possible. Donc il y a toujours des possibilités d'avoir une attaque, une intrusion, etc. Le rôle du ciseau, c'est de repousser au maximum la possibilité de l'avoir. Mais lorsque ça arrive, il faut aussi qu'on ait mis en place des mécanismes qui nous permettent de le détecter très rapidement et de pouvoir gérer la crise de manière à ce que l'entreprise puisse se relever aussi de cette crise-là. Donc, c'est ça, en fait, les missions, voilà, le rôle et puis les Mmh, missions du ciseau. d'accord. Bah, merci d'avoir présenté, déjà ce que c'est un ciseau et ses principales missions. Donc ma question c'est bon, je pense qu'on a vraiment, quelques personnes ici qui savent un peu ou qui sont dans le domaine de la sécurité. Mais pour toi, pourquoi, le ciseau doit être associé dans les décisions stratégiques et commerciales de l'entreprise? On va certainement revenir sur sa petite équipe, de sécurité, mais de manière globale, pourquoi le ciseau? Quels sont les arguments que toi tu mets en avant, pour expliquer que le ciseau doit être, associé dans les décisions stratégiques et commerciales de l'entreprise? Et comment on l'associe dans ses définitions de stratégie et commerciale? Merci pour la question et sincèrement, je pense que c'est une grande question en fait et c'est une question que doit se poser euh, chaque ciseau. Après, on dit que le rôle du ciseau dépend de l'entreprise et puis l'envergure du rôle de ciseau va dépendre de l'entreprise dans laquelle il se trouve. Mais la sphère stratégique et alignement avec la sphère stratégique et alignement avec la stratégie de l'entreprise en elle-même est extrêmement importante. Et ça veut dire quoi en fait? Participer dans les décisions stratégiques. En gros, c'est juste dire que on doit être présent. On doit être présent lorsqu'on parle de la stratégie d'entreprise. On doit comprendre la stratégie d'entreprise et on doit comprendre comment nous, on accompagne la stratégie de l'entreprise. Je vais prendre un exemple et peut-être un exemple qui est basé sur mon propre parcours et comment j'ai appris d'un échec justement. C'est que lorsqu'on participe à une stratégie, disons, prenons un exemple d'une entreprise qui vous dit que sa stratégie business, vraiment, c'est de l'expérience client. D'accord? C'est améliorer l'expérience client. Améliorer l'expérience client, en réalité, ça veut dire que, voilà, le parcours du client dans l'entreprise doit être le plus simple. Voilà, l'expérience doit être bonne. D'accord? Et lorsqu'on a cet objectif-là qui est mis en avant et que moi, en tant que ciseau, en tant que, voilà, à l'époque, responsable ingénieur de sécurité, j'arrive et je dis non, on doit mettre des mots de passe qui ont 20 caractères. Le client doit pouvoir sécuriser ses données parce que voilà, c'est important, c'est prioritaire. Et puis 20 caractères et puis surtout des caractères, voilà, une association ça doit être complexe, voilà. Là, je suis dans mon rôle pour sécuriser l'information, mais en réalité, je ne suis pas en accord avec la stratégie de l'entreprise qui est d'améliorer quand même l'expérience du client lorsqu'il consomme, c'est ça, oui, les produits de l'entreprise. Comment on ferait mieux? On pourrait, par exemple, comprendre que, voilà, on doit améliorer l'expérience du client parce que c'est ça l'objectif de l'entreprise, mais on doit aussi sécuriser les informations, sécuriser les données parce que c'est ça l'objectif de la sécurité. Comment est-ce qu'on rejoint les deux? Quels sont les mécanismes aujourd'hui qui vont nous permettre de sécuriser tout en améliorant l'expérience? Et c'est là qu'on va parler, par exemple, peut-être de l'authentification biométrique qui permet d'être tout aussi sécurisé, mais qui c'est juste un clic, c'est juste une empreinte qu'on passe sur un lecteur d'empreintes pour avoir accès aux ressources. On peut parler de l'intégration des applications qui vont nous empêcher de nous authentifier sur des dizaines d'applications, mais dès qu'on s'est authentifié sur la première, alors il y a une vérification et une authentification qui est transparente pour l'utilisateur final. Là, on commence à avoir un langage qui est un langage business, qui s'aligne en fait avec l'expérience, avec l'objectif d'expérience client, tout en assurant la sécurité qui ne devient plus une contrainte, mais qui là devient une valeur ajoutée.
Donc, et c'est pour ça, en fait, qu'il faut participer aux discussions stratégiques. Il faut être présent, il faut participer, il faut comprendre et il faut évaluer les risques inhérents et y apporter des solutions, mais c'est toujours des solutions qui vont être en alignement avec la stratégie de l'entreprise. Après, le ciseau, participer aussi aux décisions stratégiques, c'est pouvoir les influencer. C'est pouvoir influencer les choix. Et ça va être des choix de plusieurs ordres. Ça va être, par exemple, le choix d'une solution technologique qui ne serait peut-être pas en accord avec les politiques de sécurité de l'entreprise ou même en accord avec les obligations réglementaires. Ce serait de pouvoir les identifier, les formuler dans un langage qui est compréhensible par le business et ensemble de pouvoir trouver une solution autre que ce choix peut-être technologique là qui n'était pas adéquat. Donc c'est vraiment pouvoir influencer aussi les choix les choix stratégiques et voilà, c'est ça, participer, prendre en compte, s'assurer qu'on prend en compte les enjeux de la sécurité, voilà, lorsqu'on fait des discussions business de manière à ce que les prises de décision soient informées. Mmh. Cela demande une grande collaboration. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup d'efforts de part et d'autre, mais des efforts qui doivent être, on va dire ça comment, qui doivent être impulsés par le ciseau. Le ciseau doit vraiment impulser tous ces efforts-là. Il peut mettre, par exemple, des réunions. Voilà. Il peut mettre, par exemple, des réunions périodiques avec le business. Ce serait peut-être avec le marketing. Ce serait peut-être des réunions périodiques avec le département des ventes, les commerciaux. Ce serait peut-être des réunions périodiques avec les finances. Donc, il doit y avoir une grande collaboration avec tous ces services-là, toutes ces fonctions de l'entreprise, pas pour parler sécurité, mais pour parler objectif stratégique de toutes ces fonctions-là, de manière à ce que nous puissions être informés, identifier les risques et apporter une solution pour accompagner justement le business. Donc, voilà, oui, pourquoi on doit participer, comment, c'est plutôt comme ça que je le dirais, Amadou. D'accord, d'accord. Bah, déjà pour te rassurer, effectivement, pour moi qui fais de la conformité, j'ai les mêmes sujets, hein, les mêmes échecs que tu as évoqués tout à l'heure. Comment expliquer aux gens qu'il faut un mot de passe à 12, 13, 20 ou 40 caractères, pendant que le business, effectivement, veut expérience client beaucoup plus light. Après, nous, on a l'avantage de dire que bah, c'est pas nous qui le disons, c'est un texte réglementaire. Et on essaie de s'en sortir avec ça, mais effectivement, c'est un gros sujet. C'est pour cela en fait, qu'on a voulu échanger autour de ce thème parce qu'on le voit avec des ciseaux, même avec des risques managers. Et ma question, c'est quelles sont les difficultés? Tu as parlé de conduite de changement, qui est un enjeu aussi pour les ciseaux. Et quelles sont les difficultés spécifiques que le ciseau rencontre lorsqu'il essaie d'aligner la cybersécurité aux objectifs de l'entreprise, hormis effectivement cette contradiction entre le business et les règles de sécurité? Alors, je pense que l'un des défis importants pour moi, c'est surtout la culture. En tout cas, celui que moi, j'ai rencontré le plus, c'est la culture d'entreprise. C'est vraiment la culture de sécurité de l'information au sein de l'entreprise. Et ça touche vraiment ça touche toutes les couches de l'entreprise, c'est-à-dire partant de l'employé classique jusqu'aux couches managériales et même aux couches au top management. On a ce problème de culture. On a une grande volonté la plupart du temps. Il y a beaucoup de volonté de que oui, on doit faire la sécurité. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là. Moi, je me rappelle, j'ai un collègue qui m'a dit une fois, précédemment en début de carrière, en milieu de carrière, je crois, j'ai un collègue qui m'a dit une fois, en réalité, on t'a recruté pour fermer un point d'audit. Ça veut dire que c'était pas pour mettre la sécurité, c'est parce qu'un auditeur avait dit qu'on a besoin d'un responsable de la sécurité, c'est pour ça qu'on t'a recruté. Et il ne pensait pas mal dire, en fait, juste que ça formule un peu le problème de la
culture, de la compréhension même de pourquoi est-ce qu'on est là, de la culture en termes de voilà, comment accompagner, comment supporter, comment s'impliquer dans tout ce qui est sécurité de l'information. Et j'aime bien me dire que ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est c'est un problème de sensibilisation et de connaissance du sujet. Et en tout cas, l'une de mes erreurs sur ce sujet de culture-là, l'une de mes erreurs, c'était de parler beaucoup de la sécurité parce qu'on a dit qu'il faut former sur la sécurité, mais de parler de la sécurité sur des jargons de sécurité dont je ne me faisais pas comprendre du tout. Donc, je pense qu'il est important sur ce problème de culture, là, de gestion de changement, comme suivant les termes que tu as utilisés, Amadou, sur ce sujet d'accompagner les personnes à mieux comprendre leurs responsabilités et gérer la sécurité dans leurs fonctions respectives, c'est de parler un langage qu'ils comprennent et donc de parler business, sécurisation du business et non pas voilà sécurisation tout court. Donc ça c'était un gros problème, en tout cas le problème de culture et je crois que ça reste un problème important, mais il y a des solutions, des moyens de voilà d'accompagnement pour ça. Il y a la limitation des ressources. Et ça, je crois que quelle que soit l'entreprise dans laquelle on a des problèmes de limitation de ressources. Et ça va prendre plusieurs formes. Ça va être des limitations sur le plan complètement financier, c'est-à-dire, voilà, ça coûte, d'accord, il y a de l'argent qu'il faut dépenser pour pouvoir faire de la sécurité. Sauf que le top management, il n'est pas toujours au fait de que je vais protéger, je vais dépenser pour prévenir un risque équivalent le prévient depuis 10 ans, mais on n'a jamais rien eu. Donc, après, ça peut être voilà, comment obtenir ce budget financier-là qui va nous permettre de réellement asseoir notre stratégie, exécuter notre stratégie de sécurité. Comment obtenir même, après, c'est pas seulement les ressources financières, quoique, après, c'est parfois des ressources même au niveau des compétences. Ça veut dire avoir des compétences, et je crois que le monde entier le dénote aujourd'hui, avoir des compétences en matière de sécurité, c'est pas toujours facile. Voilà, c'est pas toujours facile et ça fait partie des défis aujourd'hui qu'on a dans la fonction. Ça fait partie des défis qu'on a et qui doivent être sécurisés, qui doivent être solutionnés. Un défi aussi, au-delà de la limitation de ressources, c'est les changements réglementaires. Et c'est énorme en ce moment. C'est un défi qui est quand même assez important. Et quand on regarde, il y a une étude, sur les 3 dernières années, qui a relevé le changement réglementaire comme l'un des 5 facteurs, une étude mondiale qui a relevé le changement réglementaire comme l'un des 5 facteurs qui allait perturber le monde des affaires. C'est ça. Et ça perturbe même au niveau de la sécurité parce qu'on a des nouvelles réglementations et on a des obligations de conformité. Ça veut dire qu'on doit pouvoir s'adapter à chaque fois, réévaluer sa stratégie, réévaluer les contrôles en place et pouvoir voilà, les aligner à ces changements réglementaires-là qui sont importants parce que, Amadou, tu l'as dit tout à l'heure, le cadre réglementaire nous donne aussi à nous, les ciseaux, un moyen, entre guillemets, de pression pour pouvoir asseoir nos besoins. Mais après, ça nous donne aussi une pression pour pouvoir adapter à chaque fois notre stratégie à voilà, à cette nouvelle réglementation, tout simplement. Donc, les défis, on en a. Et moi, je dirais ces trois-là, après le défi de la technologie innovante, les changements technologiques, je crois que ça, tout le monde le dirait les yeux fermés. C'est voilà, la technologie qui change tout le temps et qui dit technologie dit risque accru. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte au fur et à mesure? Mais bon, voilà, c'est un peu ça les défis actuellement qu'on rencontre. Merci encore, merci. Donc, je rappelle à ceux qui nous prennent pour la première fois, on se promet 30 minutes de session, donc
On va prendre des questions avec la permission de notre speaker. Et j'ai encore deux questions pour toi, mais on va prendre les questions des speakers et des auditeurs, pardon. Donc, si vous avez des questions ou souhaitez réagir à tout ce qui a été dit, vous n'hésitez pas à lever la main. Je vois qu'il y a Younes. Oui. On va vous prendre tout à l'heure dans quelques secondes. J'ai peut-être une dernière question et on va vous prendre pour votre question ou votre intervention. Est-ce que tu peux déjà, je pense que tu as parlé de parties prenantes. J'imagine que je vois qu'il y a deux personnes qui veulent poser des questions. Je pense que peut-être peut-être que c'est la question aussi qu'ils vont poser, donc ça sera peut-être plus simple. Ouais. Je vois qu'il y a Je laisse faire, c'est comme tu veux. sujet passionnant, j'imagine. Euh, J'imagine que tout ce travail se fait pas seul. Et tu as parlé de parties prenantes. Quels sont les partenariats stratégiques, que ce soit en interne ou en externe, hein, que le CISO peut mettre en place pour soutenir cette croissance tout en garantissant la sécurité? Je pense Ouais, par exemple à nos chers amis de la DSI. oui, c'est sûr. C'est sûr, nos chers amis de la DSI. Mais avant de répondre à ta question, je vais dire, Amadou, sincèrement, le sujet du partenariat pour le CISO, c'est un sujet fondamental. C'est vraiment, c'est comme ça que le ciseau arrive à influencer. En fait, c'est l'un des éléments clés à partir desquels le ciseau arrive à influencer les stratégies et à poser son agenda de sécurité, à l'asseoir en tout cas son agenda de sécurité. Et moi, en fait, de mon expérience, le partenariat, il se fait en interne en tout cas avec tout le monde, avec toutes les fonctions. C'est-à-dire, je vais beaucoup travailler avec le marketing, par exemple, pour deux raisons. Parce qu'il faut que je comprenne la stratégie pour pouvoir intégrer les contrôles de sécurité, mais aussi parce que je peux leur faire comprendre les éléments à valeur ajoutée qu'ils peuvent rajouter dans leur communication marketing de manière à créer plus de confiance. Et puis, du coup, la sécurité ne sera plus vue comme une contrainte seulement, mais comme, voilà, un élément à valeur ajoutée qui peut être marketé, qui peut être commercialisé quelque part. Et voilà, je peux avoir des partenariats, et ça c'est important aussi, avec en entreprise, lorsqu'on a une fonction de gestion des risques globales, on appelle souvent ça ERP, Enterprise Risk Management. Avoir une relation de partenariat avec eux, c'est très important parce que si on inscrit les risques de sécurité, et la plupart du temps, ils sont classés high, si on inscrit le risque de sécurité dans le portefeuille des risques de l'entreprise, ça nous fait une audience, ça nous fait une visibilité, ça nous fait une plateforme et ça nous permet de poser nos sujets et d'attirer de l'intérêt au sujet de cybersécurité, de sécurité de l'information. Donc, c'est important d'avoir cette liaison de partenariat-là avec la gestion globale des risques au sein de l'entreprise. Après, avec les achats, c'est important. Parce qu'on a aujourd'hui des risques. Il y a une époque où on parlait des risques émanant du supply chain risk. On parlait des risques de sécurité émanant des fournisseurs. Ça reste un sujet d'actualité, ça reste important. Et comment est-ce qu'on l'adresse? À travers un partenariat avec les fonctions d'acquisition, en fait. Acquisition de matériel, acquisition même de fournisseurs. Intégrer les contrôles de sécurité dans leur processus, ça nous permet de gérer, en tout cas, c'est une porte de gestion de ces risques-là, et définitivement, un partenariat avec ce département-là, c'est important. Tous les utilisateurs ont besoin de sensibilisation. On a entendu parler on a parlé tout à l'heure de culture, sujet de culture, sujet de formation, de compréhension, de sensibilisation. Si on ne sait pas, on n'adhère pas, ou alors on adhère difficilement. Donc, du coup, tous les employés, moi, c'est toutes les opportunités pour expliquer, pour clarifier, pour simplifier, pour influencer, ben, c'est prenable, c'est apprendre en fait. Donc, moi, j'ai envie de dire, Amadou, il faut avoir un partenariat avec toutes les fonctions de l'entreprise complètement. Et ça, c'est des partenariats en interne. Après, ça vous permet de poser votre agenda, ça vous permet d'influencer les décisions, ça vous permet d'intégrer
les fonctions, d'intégrer la sécurité dans les opérations, dans les sujets, dans les opérations de l'entreprise, les opérations diverses de l'entreprise. Et voilà, ça permet de poser son agenda, d'avancer. Donc, il faut partenaire avec tout le monde. Et ça, c'est les partenariats en interne. Mais il y a aussi un aspect partenariat en externe. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment le ciseau, comment il se développe. Le ciseau, comment il reste au fait de l'information. Le ciseau, comment est-ce que, voilà, il reste en avant-garde parce que voilà, il doit influencer les autres, ça veut dire qu'il doit être lui-même en avant-garde. Du coup, ça, c'est des partenariats externes qu'il doit faire, notamment avec des communautés de ciseaux. Et merci Amadou pour cette communauté-ci, notamment avec les communautés de ciseaux, notamment avec les fournisseurs de solutions technologiques, de comprendre quelles sont les technologies à venir, quels sont les risques émanants, comment est-ce qu'on peut les adresser, quelles sont même les technologies innovantes en matière de sécurité qui peuvent permettre de simplifier les contrôles en interne et atteindre notamment l'expérience client ou bien les objectifs d'innovation pour certaines entreprises. Donc, vraiment, des partenariats externes aussi pour un ciseau, c'est extrêmement crucial. Voilà. D'accord. Merci Lydie. Donc, avec ta permission, on va prendre les questions de Younes, Inoussa, Fatmata et Josué. Est-ce que Younes nous entend? Oui, vous Allô? m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Allô, allô? Oui, on vous entend très bien. Allez-y. Déjà, je tiens à vous remercier pour le webinaire. C'est vraiment un sujet qui est très, très intéressant. Moi, je voulais poser une question qui rejoint un peu le sujet que vous abordez par rapport à l'influence du RSSI et au partenariat en interne et en externe. Euh, Moi, je voulais poser une question par rapport au rattachement du RSSI. Je sais que c'est un choix qui reste assez stratégique pour les entreprises. Généralement, on voit deux types de rattachement. Soit le RSSI est rattaché à la DSI, et donc ça permet d'avoir une certaine collaboration entre les équipes IT pour garantir que toutes les politiques de sécurité soient intégrées dans les débuts du projet, et ça facilite aussi, je dirais, une meilleure allocation des outils et des budgets. Et on voit un deuxième type de rattachement qui est celui à la direction des risques ou à une autre direction qui est dédiée. Donc, ça permet au RSSI d'avoir, je dirais, une certaine autonomie pour donner des avis objectifs par rapport aux choix de technologie, sans qu'il puisse y avoir de pression vis-à-vis de sa DSI. Et ça permet aussi d'accélérer certains projets qui peuvent être potentiellement risqués. Donc, je voulais avoir votre avis par rapport à ça, par rapport à cet aspect de rattachement, si vous avez déjà vécu les deux types de rattachement, DSI, direction des risques, et lequel vous préconisez. D'accord. Merci Younes Merci. pour la question. Question très pertinente, hein. Je le vois aussi au quotidien. Est-ce que Lydie veut répondre à la question? Prendre d'autres questions? C'est comme tu veux. Je crois qu'on va répondre d'abord à la question de Exact. Younes, Pas de problème. si Pas de ça ne problème. dérange pas. Et merci Oui, pour la oui. question. Bonjour Younes. Merci pour la question. Et je vais commencer par la dernière question, qui est le dernier aspect qui était, est-ce que j'ai déjà été confrontée aux différentes formes? Et moi, je vais dire, j'ai envie de dire, je les ai quasiment toutes parcourues. Ça veut dire, je suis partie vraiment, moi à un moment, j'ai été responsable de la sécurité à un niveau d'ingénieur, où j'avais le titre de responsable de la sécurité au niveau ingénieur, et il n'y avait rien au-dessus. D'accord? Il n'y avait rien au-dessus. Quand je dis rien au-dessus, c'est pour dire qu'il n'y avait pas de fonction, il n'y avait pas de rôle stratégique associé à la sécurité. Et c'est assez difficile. C'est assez difficile parce que du coup, on commence à sécuriser les systèmes, mais on influence très difficilement les décisions. Donc, j'ai un peu parcouru toutes les étapes et moi, je dirais le plus important pour une personne qui fait qui veut avoir un rôle stratégique, c'est d'être dans le comité de direction. C'est vraiment parce que c'est là qu'on influence. C'est vraiment le best, je vais dire, c'est d'être dans le comité de direction de manière à pouvoir avoir comme pair les autres. Ça veut dire le responsable marketing, le responsable des achats, le responsable financier. Du coup, ça devient des pairs
et ça nous donne même plus facilement l'accès à l'information. Par contre, si on se retrouve rattaché à la DSI, ça ne nous empêche pas de travailler. Si on se retrouve rattaché à la direction des risques, il y a un avantage à être dans chacune de ces fonctions-là. Il y a des difficultés, des défis, c'est vrai, mais il y a aussi un avantage et je pense que le rôle du ciseau à chaque fois, c'est aussi de regarder quelle est la plus-value de la position dans laquelle je suis et comment je peux, à partir de cette position-là, influencer. Attention, c'est pas pour dire que c'est la meilleure des positions, mais comment est-ce qu'on influence à partir de ces positions-là? Je pense qu'il y a toujours un moyen. Et je crois que voilà, oui, se battre pour pouvoir accéder à des postes stratégiques formels, c'est important, mais pouvoir développer son influence de manière à influencer quel que soit le rattachement qu'on a, je pense que c'est aussi une capacité qu'on peut acquérir et qui peut nous permettre d'atteindre nos objectifs aussi. Et donc, du coup, de participer à l'influence de la stratégie en entreprise. Ouais, je confirme qu'il y a de plus en plus de textes aussi réglementaires qui incitent les entreprises à détacher effectivement le RSI de la DSI. Mais il y a plusieurs schémas effectivement. Il y a J plusieurs Ouais. schémas, Amadou. Si je peux juste rebondir un peu sur ce que tu dis, et tout dépend aussi de la forme de l'entreprise. Mmh. Tout dépend aussi de comment est-ce que l'entreprise se structure et voilà, de sa forme. Aujourd'hui, on va parler des ciseaux qui sont plus technologiques. La plupart du temps, ils vont être rattachés à la DSI. Il y a des entreprises qui vont vous dire ils ont besoin pas seulement du ciseau qui va être cette personne, c'est ce qui va avoir ce rôle stratégique d'ensemble-là. Mais ça, c'est surtout des grandes entreprises. Ils vont vous dire, ils n'ont pas seulement besoin du ciseau qui a ce rôle stratégique-là, mais après, ils vont avoir besoin des BISO, qui vont être maintenant des Business Information Security Officer, qui vont s'intégrer aux fonctions. C'est-à-dire, on va avoir un BISO, par exemple, au niveau de la tech, qui sera plus dans l'aspect technologique de la chose. On va avoir un biseau au niveau du business qui va comprendre le business, comprendre les impacts de sécurité et aider à la formulation d'une stratégie. Donc, on a ces rôles-là qui sont des rôles de sécurité de l'information et qui peuvent maintenant se rattaché aux différentes fonctions qui est le rôle de Business Information Security Officer, qui est plutôt intéressant aussi et voilà, que j'encourage à explorer. D'accord, d'accord. Merci pour cette réponse. On va prendre la question de, monsieur Inoussa. Ensuite, Josué pourra prendre la parole. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends bien. Super, OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ok, bonjour à tous. Je suis vraiment émerveillé par cette occasion, ce webinaire qui tombe à pic, parce qu'aujourd'hui, les gens ne s'imaginent pas l'importance de la cybersécurité à l'heure de la transformation digitale. Et ma question, et merci Lydie pour cette brillante présentation, et aussi à Amadou pour la facilitation, c'est vraiment très apprécié. Ma question, c'est une question liée à l'expérience client. Je crois que Lydie en a parlé un peu tout à l'heure. La sécurité, on le sait, elle est contraignante. Et généralement, dans la gestion des changements, c'est un frein majeur dans nos projets, par exemple, de transformation digitale. Donc, je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut allier les deux, la sécurité et l'expérience client. Est-ce qu'il y a une formule magique que Lydie, bien quelqu'un d'autre, peut nous conseiller ici? Parce que c'est le challenge que je rencontre chaque fois pour essayer d'amener mes clients à adopter les standards de sécurité pour pouvoir protéger leurs données et leurs entreprises. Okay. Merci Inoussa pour la question. Et juste une petite parenthèse, Amadou, au début, j'ai dit que je remercie vraiment toutes ces personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours et qui ont été d'un support. Et je voulais dire qu'Inoussa fait partie de ces personnes-là, donc je voulais lui dire merci aussi. Merci parce que voilà, il fait partie de ces personnes que j'ai rencontrées tout au long de mon parcours et qui ont vraiment été d'un support à ce que je suis aujourd'hui. Et pour revenir à la question,
pour revenir à la question sur comment est-ce qu'on explique aux clients l'importance de la sécurité, comment est-ce qu'on lui explique que la sécurité n'est pas seulement une contrainte. Je pense que c'est en fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de comprendre sa stratégie, de comprendre ce qu'il essaye d'atteindre et de lui donner une solution qui est en accord avec ce qu'il essaye d'atteindre. J'ai parlé, et c'est vraiment, maintenant, ça dépend des modules de sécurité qu'on veut apporter. On a parlé du mot de passe, par exemple, aujourd'hui, qui est un mot de passe où on dit, le principe de sécurité dit que, on doit gérer les accès et on doit gérer les accès avec on doit s'assurer que les accès sont protégés et on passe par la complexité du mot de passe, par exemple. C'est l'un des éléments. En réalité, le mot de passe, il permet de protéger l'accès à l'information. Taper un mot de passe de 20 caractères, ce n'est pas aidé, c'est difficile pour l'utilisateur parce qu'il faudra qu'il se rappelle de ça, il faudra qu'il le change tout le temps, il y a des contraintes à pouvoir assurer ces sujets de gestion de l'accès et de l'identité et de l'accès. Il y a beaucoup de contraintes et ça se complexifie de plus en plus. Donc, mais il y a aussi des outils. Il y a aussi des outils qui permettent de conserver les mêmes critères de sécurité tout en allégeant la contrainte au niveau de l'utilisateur. Tout à l'heure, j'ai parlé, par exemple, de l'identification biométrique qui va dire, OK, au lieu de taper le mot de passe, par exemple, je vais faire l'authentification biométrique. Ça va peut-être faciliter un certain nombre ça va peut-être faciliter l'adoption auprès de l'utilisateur. Si on va sur un autre sujet qui est le sujet de l'innovation, on a des entreprises qui vont dire, par exemple, que ces entreprises, leur stratégie, c'est l'innovation. Il faut innover. Innover, ça veut dire quoi en réalité? Innover, ça veut dire que leur prétention à déployer, à mettre sur le marché des solutions innovantes est grande. Ça veut dire ils vont vouloir proposer de nouvelles solutions à des fréquences quand même assez grandes. Déployer de nouvelles solutions, ça veut dire on doit avoir l'idée de la solution, on doit la développer, surtout quand il s'agit des solutions technologiques, on doit avoir l'idée de la solution, on doit la développer et on doit la mettre sur le marché dans un délai très court. Historiquement, les processus d'évaluation, d'intégration, de testing, d'acceptation sur le plan de la sécurité de la solution était extrêmement long. Et ça ne permettait pas d'atteindre cette agilité-là aujourd'hui que le monde innovant veut. Mais on a des solutions aussi qui sont arrivées avec, par exemple, l'analyse dynamique de sécurité des applications, les DAST, suivant l'abréviation commune, qui vont dire, OK, au lieu de faire tout le parcours, je vais peut-être commencer à tester l'application assez rapidement et faire les tests de sécurité au fur et à mesure du développement, de manière à ce que lorsqu'on a terminé le développement, on a presque terminé aussi l'intégration de la sécurité et ça permet de lancer, de mettre sur le marché l'application suivant les délais de l'entreprise. Donc, ça dépend vraiment des sujets. Ça dépend de de la stratégie de l'entreprise et comment est-ce qu'on l'accompagne. Donc, si on est sur le sujet de l'innovation, on va dire à l'entreprise, OK, tu veux mettre tes applications rapidement, mais on a des contraintes réglementaires, par exemple, sur la protection des données qu'on ne peut pas écarter. Alors, pour pouvoir vous accompagner sur le lancement, on va peut-être mettre un DAST. Ça va demander un investissement financier, mais c'est au cours de cet investissement financier, qui est maintenant un investissement de sécurité, qu'on va accompagner l'entreprise sur sa stratégie d'innovation. Donc ça, c'est deux exemples sur l'innovation et puis sur la gestion des accès que j'ai voulu prendre pour illustrer vraiment pourquoi à chaque fois la clé, c'est de comprendre qu'est-ce que le business veut atteindre, d'identifier les risques relatifs à cette atteinte-là et identifier les solutions qu'on peut apporter pour accompagner la stratégie de l'entreprise. Donc, Inoussa, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question et si ça éclaire un peu.
Oui, je crois que j'ai les éléments à ma question. Merci beaucoup, Lydie. Merci à Merci Lydie, merci Noussa pour la question. On va prendre la dernière intervention de Josué Rumba et on pourra mettre fin à la session avec la permission de Lydie. Est-ce que Josué nous entend? D'accord, bonjour Amadi. Bonjour Lydie. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on On t'entend vous très bien. entend. Bonjour, bonjour. D'accord. Je pense qu'Amadi, pour augmenter les 30 minutes là. Je- On va y réfléchir. J'ai deux questions vraiment très rapides qui tournent autour même du métier de ciseaux. Déjà, on a la chance d'avoir une dame. Donc, moi, ma première question, c'est vraiment quels sont les efforts, quels sont les axes aujourd'hui qu'on met en place pour pousser de plus en plus la gente féminine à s'intéresser en fait non seulement à des métiers techniques, mais aussi à occuper ce type de poste de responsabilité là, tel que le métier de ciseaux, ainsi de suite. Et la deuxième question, elle est liée même au domaine ISO, RSSI. J'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre? Parce que dans l'évolution de la carrière, oui, je deviens RSSI. Après ça, le next step, c'est quoi? On remarque que très souvent, peut-être, certaines personnes deviennent RSSI groupe, où tu suis de RSSI en RSSI, de groupe en groupe. C'est quoi le next step, en fait, aujourd'hui, en étant RSSI, en étant CISO, dans l'évolution de la carrière? Hmm. C'est une belle question, n'est-ce pas? Ouais, exactement, je confirme. J'ai ma petite idée aussi, mais ouais, vas-y. Vas-y, donne, vas-y, Non, non, avec non, ton non, non, idée. j'ai la même question aussi pour toi, mais ouais, c'est un grand débat, ça, effectivement. C'est un gros débat, c'est clair. Merci, José, pour la question. Pour la première question qui est sur l'intégration de la gente féminine dans les métiers de la cybersécurité, de la sécurité de l'information, autant pour moi, il y a beaucoup, il y a un effort, hein, il y a quand même un effort qui est fait. Il y a encore beaucoup à faire, c'est sûr, mais il y a des efforts qui sont faits. Il y a déjà, la sécurité a été longtemps perçue comme un sujet uniquement technologique, ce qui permettait de réduire un peu le champ, en fait, le champ d'action, qui permettait de réduire la perspective même. Comment est-ce que les jeunes pouvaient se refléter à ce métier-là parce que voilà, c'est de la technologie. Je ne veux pas absolument faire de la technologie et tout. Mais sincèrement, aujourd'hui, dans la sécurité, on peut partir d'un domaine juridique, d'accord, et faire de la sécurité maintenant sur l'aspect de la conformité. Aujourd'hui, on a des personnes qui sont à la base des formateurs, qui ont intégré le monde de la cybersécurité. Ça demande un certain effort d'adaptation en termes de changement de métier, mais on a besoin des personnes qui ont ces capacités de transmettre là pour pouvoir tenir ce type de sujet. Je pense que l'un des points, c'est vraiment comprendre quelles sont les spécificités du métier de la sécurité de l'information et encourager tout le monde à s'y retrouver. Parce que pendant longtemps, on a pensé que c'était uniquement de la technologie, bien que la technologie ait une grande part quand même dans ce domaine-là. Maintenant, en termes de qu'est-ce qui est fait, je pense qu'il y a déjà sur les mécanismes de recrutement aujourd'hui, par exemple. Moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui, lorsqu'elles recrutent, encouragent les candidatures féminines. On peut se dire que c'est pas grand-chose, mais non, c'est beaucoup. Ça veut dire, moi, quand je lis le profil, vous savez, avec les femmes, on a souvent ce qu'on appelle une auto-désélection. C'est-à-dire, lorsqu'on lit un appel à candidature, on va se désélectionner automatiquement et dire non, ça, c'est pas pour moi, pour un certain nombre de facteurs, incluant le genre. Mais quand on a déjà vu la petite note qui dit les candidatures féminines sont encouragées, ben ça encourage. Donc, moi j'encourage vraiment les recruteurs à pouvoir penser à ces petites notes-là. Maintenant, les formations. On a dit qu'on avait euh, des shortages, en fait, un manque de compétences en sécurité de l'information.
Ça veut dire qu'on a besoin de personnes qui se forment. Ça veut dire certaines entreprises qui n'arrivent pas à recruter font des promotions en interne. C'est aussi un canal en interne lorsqu'on fait des promotions, de pouvoir aussi penser à ces personnes-là qui sont, voilà, pas toujours. Et l'idée, ce n'est pas de dire pas d'hommes, plus de femmes, mais c'est dire un équilibre quand même, encourager que même en interne, lorsqu'on fait des promotions en interne, encourager, recruter, c'est sûr, mais encourager aussi des promotions en interne de gens féminines. Et puis, de manière plus personnelle, et je m'étends sur cette question parce que je pense que c'est quand même assez important, Josué, merci de l'avoir posé. De manière personnelle, moi, je vais dire, a priori, moi, quand j'ai choisi mon métier on va dire quoi, dans les domaines techniques, c'était lié à ma personnalité de quelqu'un je crois que c'est ça qu'on dit, introverti. C'est-à-dire, voilà, je parle avec la machine et je me sens bien. C'est bon, je fais mes configurations de système, etc. et je me sens bien. J'ai migré sur des métiers de l'information, de la sécurité de l'information, parce que j'ai rencontré une passion, mais j'ai dû travailler beaucoup de choses en moi de manière personnelle. Notamment ma capacité à communiquer en public, notamment ma capacité à échanger, par exemple, à influencer, etc. Donc, ça part aussi d'une volonté personnelle de pouvoir, une capacité personnelle de pouvoir braver des barrières qu'on peut avoir, les identifier déjà et pouvoir les braver. Moi, quand j'ai accepté de pouvoir faire des conférences, c'est parce que je me suis dit que mon expérience pouvait servir à ces jeunes filles-là à travers moi. C'est pour ça que j'ai précisé au départ de mon propos que j'ai fait ma formation au Cameroun. J'ai fait mes études au Cameroun. J'ai pu acquérir beaucoup de compétences en étant au Cameroun. Je pense que c'est important pour que les jeunes aussi puissent s'identifier à travers moi, se dire qu'elles peuvent le faire. On n'a pas besoin d'être on n'a pas besoin d'être sur la lune, on n'a pas besoin d'avoir accès on n'a pas besoin d'être financièrement, voilà, au point. Il y a des mécanismes, il y a des outils, il y a des possibilités qu'on peut utiliser pour pouvoir s'en sortir. Et vraiment, ma décision de pouvoir participer à ces conférences, c'était aussi de pouvoir être un exemple à ces jeunes filles-là, de manière à ce qu'elles puissent s'identifier à moi et se dire, on peut y arriver. Et parce que voilà, moi aussi, j'ai beaucoup de dames dans le métier à travers lesquelles je m'identifie et je me dis, il y a encore un chemin, je peux toujours avancer. Donc, et voilà, j'en profite pour encourager les jeunes dames. Si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter et puis voilà, on peut en discuter. Maintenant, c'est quoi l'avenir du ciseau? Voilà. Il y a beaucoup, sincèrement. Il y a beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de... Déjà, le ciseau, on est déjà sur une sphère stratégique normalement. Et puis, on peut migrer sur, voilà, par exemple, un ciseau. On dit souvent qu'un ciseau peut devenir aussi directeur informatique. Voilà, moi, c'est aussi un canal. Un ciseau peut faire, de par ses compétences, il peut faire gestion des risques. Ça veut dire qu'il ne gérera pas seulement les risques cyber, mais il va gérer les autres risques de l'entreprise, notamment risques de conformité, risques de financiers, etc. Le ciseau, il y a une fonction qui reste directement sur le pilier du ciseau, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui le virtual ciseau, qui peut être quelque chose d'assez intéressant parce que du coup, on n'est plus seulement responsable de la sécurité informatique dans un environnement qui peut être quand même assez statique, mais on va le faire dans plusieurs environnements différents. Donc, ça peut être intéressant aussi et puis ça peut être un next step pour le ciseau. Il va rester ciseau, mais il va être le virtual ciseau de plusieurs entreprises, un peu comme on dit un global ciseau.
Il y a des ciseaux qui finissent directeur d'entreprise. Et ça, c'est possible. Il y a des ciseaux qui finissent, qui avancent, je ne vais pas dire qu'ils finissent, mais qui avancent sur des métiers de gestion opérationnelle. Moi, pour pouvoir gérer la sécurité, j'ai dû apprendre la gestion des processus, j'ai dû comprendre la gestion opérationnelle et ça peut aider sur beaucoup d'autres métiers. J'ai eu un mentor dans ma vie et si elle se reconnaît, si elle m'écoute, je la remercie parce que ça a été très déterminant pour moi. J'ai eu un mentor dans ma vie un jour qui m'a dit, quand tu dis que tu es passionné de cybersécurité, tu es passionné de quoi en fait dans la cybersécurité? Est-ce que c'est le fait que tu arrives à transformer les entreprises d'un statut A vers un statut B en cybersécurité, auquel cas ce sera le parcours de transformation en cybersécurité? Est-ce que c'est le fait que tu gères les projets de cybersécurité, du coup, ce serait un parcours de gestionnaire de projet ou de programme? Est-ce que c'est le fait que tu adresses des soucis de culture, auquel cas ce serait un parcours de gestion de changement? Donc, en réalité, on reste un ciseau, mais après, il y a à l'intérieur du métier des ciseaux des particularités qui peuvent être propres à beaucoup de fonctions de l'entreprise. Voilà, je parlais tout à l'heure aussi de la gestion opérationnelle qui peut aider non seulement au niveau du métier de ciseaux, mais dans toutes les fonctions de l'entreprise ont besoin d'améliorer leur gestion opérationnelle. Donc, moi, je dirais, il ne faut pas se fermer, il ne faut pas te dire, OK, dès que je suis arrivé ciseaux en sécurité, c'est bon, je suis à un plafond. On peut être passionné, rester ciseaux toute sa vie, ça peut être super intéressant, ou alors virtual ciseaux, etc. Mais on peut migrer aussi vers d'autres fonctions, d'autres métiers, parce que définitivement, on a pu acquérir les compétences qui nous permettent d'être vraiment omnivalents. Et moi, je disais tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai une casquette aussi de CDO, Chief Data Officer. C'est quand même assez différent de la sécurité pure, mais j'arrive à assurer les fonctions dans ce domaine-là. J'ai besoin de compétences, je le reconnais. Je travaille sur ces compétences-là, mais j'ai des acquis aujourd'hui qui me permettent d'intervenir sur ce domaine-là aussi. Donc, du coup, Josué, je crois que le boulevard est grand et à un moment, c'est vraiment de manière personnelle, nous, où est-ce qu'on veut aller et vraiment, il ne faut pas qu'on se limite, on peut y arriver. Ouais, et dans les grands groupes, j'ai vu aussi des ciseaux devenir conseillers, on va dire permanents auprès du conseil d'administration. Donc, c'est des évolutions aussi qui se font assez rarement, mais ouais, qui existent aussi. En tout cas, très belle question et très gros sujet, effectivement. En tout cas, merci encore à toutes et à tous pour toutes ces questions. Merci Lydie pour cette masterclass. Je dirais comme d'habitude, je suis pas vraiment surpris. On t'a pris un peu plus de temps que ça, mais je crois que c'était important. Je vais te laisser le mot de fin, mais je rappelle que tous les samedis, on est là, on parle de numérique, on parle de cybersécurité ce mois. Le mois prochain, on parlera de data analyst. On aura un mois dédié au cloud. Donc, ceux qui ont des connaissances ou ceux qui souhaitent eux-mêmes intervenir en tant que speaker, n'hésitez pas. On est là tous les samedis, 63 sessions aujourd'hui. On espère, en tout cas, on n'est pas très loin des 100 sessions. On espère vous revoir samedi prochain et tous les prochains samedis. Lydie, est-ce que tu as un mot de fin avant de mettre clore la session? Je vais dire merci, Amadou, merci à toi, merci à toutes les personnes qui se sont connectées et juste pour tous mes amis, hein, mes collègues qui sont aujourd'hui dans la sécurité d'information qui peut être extrêmement prenant. Vraiment, moi, je dirais, pensez à prendre du plaisir aussi, hein. Pensez à prendre du plaisir dans votre travail pour éviter, on entend beaucoup de burn-out, on entend beaucoup de fatigue émotionnelle, fatigue intellectuelle dans le monde des ciseaux. Pensez à prendre du bon temps. C'est un monde passionnant, mais faites attention à vous. Merci. Merci encore, merci. Et puis, je pense que le sujet de comment allier sécurité et expérience client, on espère qu'on aura un speaker qui viendra. Ou sinon, on espère retrouver Lydie, mais je pense qu'on va trop demander. Mais voilà, donc n'hésitez pas à proposer des speakers si vous connaissez des gens et à nous contacter, à échanger aussi entre vous autour de ces sujets-là. Et puis, rendez-vous samedi prochain. Merci encore à toutes et à tous. Merci, bravo Lydie. Et puis, rendez-vous samedi prochain. Merci. Bon week-end. Au revoir.